d'Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline ce soir avec Bruno Jeudi de Paris Match. Bonsoir Bruno. Bonsoir Laurence. Nous sommes avec Louis de Ragnel d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Et Louis Awassalter de Marianne. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. On va parler de l'actualité. On commence peut-être par Emmanuel Macron qui a annoncé officiellement ce matin le retrait de la France du Mali. On va écouter les mots du président. Nous allons, en lien avec les autorités nigériennes et de toute la région, d'abord organiser cette sortie du territoire malien. Nous préservons nos forces qui sont au Burkina Faso, nos forces spéciales, et nous allons réarticuler autour des forces qui sont déjà présentes au Niger, en lien étroit avec les forces armées nigériennes, le dispositif qui sera africano-européen. Bruno Jeudi, il avait le choix, Emmanuel Macron. Il n'avait pas le choix en vérité. C'est-à-dire que là, depuis quelques mois, on est dans une situation où on est totalement devenu indésirable au Mali, aux yeux de la junte militaire qui a pris le contrôle de ce pays. Donc ça devenait extrêmement compliqué. Alors, sur la période récente, clairement, c'était plus possible. Après, avant, il y a sans doute eu des fautes qui ont été commises, peut-être des attitudes. C'est-à-dire qu'il y a un climat anti-France qui s'est développé au Sahel et singulièrement au Mali. On ne refera pas cette histoire une occupation qui dure depuis 9 ans. Voilà, donc fin du game et réorganisation de la force Barkhane sur le Sahel. Niger, voilà. Absolument. Je rappelle quand même que le Sahel, c'est quand même une zone de 500 millions, où il y a 500 millions d'habitants. La taille de l'Europe, c'est comme un continent. Taille de l'Europe, gangrénée par le djihadisme et manifestement beaucoup de pays qui s'en désintéressent. C'est une situation assez catastrophique, mais voilà. Oui, c'était inéluctable ce retrait français. Oui, c'était inéluctable et d'ailleurs c'est arrivé un peu tard. Ce qui est extrêmement important de rappeler, c'est que c'est en aucun cas une défaite militaire. En revanche, c'est une défaite politique et diplomatique parce qu'en fait, les armées ont bien fait leur travail. Quand les armées françaises sont arrivées en 2013, il y avait l'armée malienne, c'était 3 à 4 000 hommes avec une dizaine de véhicules. Aujourd'hui, c'est une armée de 40 000 hommes, alors qu'ils ne sont pas très bien formés, parce que, faut le dire, et je vais vous dire aussi ce qui est en off, voilà comment considère, par exemple, à l'Élysée, l'armée malienne. C'est une armée qui est peu courageuse, peu combattante, qui nous considère aussi comme des sous-traitants, puisque, en fait, l'armée malienne a envoyé l'armée française, par exemple, pour combattre les groupes terroristes dans le nord du Mali, que les Maliens considèrent eux-mêmes, c'est comme ça qu'ils l'appellent le nord du Mali, le Mali inutile. Et donc nous, on a été des sous-traitants du Mali. On a fait en gros tout le sale boulot qu'ils ne voulaient pas faire. Ensuite, on se fait un peu dégagé à travers notamment le renvoi de notre ambassadeur, avec plein d'actes extrêmement humiliants, alors que on était vraiment là pour eux, pour les défendre. Et en plus, la France se comporte différemment des autres grandes puissances. C'est-à-dire que nous, on vient uniquement pour apporter la paix, participer au développement économique et recréer l'administration du pays. Et en aucun cas, par exemple, on a d'intérêt économique, ce qui n'est absolument pas le cas, par exemple, de la Russie ou de la Chine, quand ils interviennent dans cette zone-là. Ensuite, donc défaite politique, pas défaite militaire, mais défaite politique. Et bien sûr, et on peut juste un petit mot, par exemple, sur l'action des armées. On a neutralisé quand même quasiment l'intégralité de tout ce qu'on appelle les cibles de haute valeur, c'est-à-dire toutes les têtes de pont terroristes. Donc là-dessus, l'armée française n'a pas à rougir. Au contraire, elle peut sortir vraiment la tête haute de cette intervention. Le problème, c'est qu'on n'a pas réglé la question effectivement politique et diplomatique. La question aussi qu'on se pose maintenant et que tout le monde se pose à l'état-major des armées, c'est qu'est-ce qui va se passer à l'avenir ? Je peux vous dire que, par exemple, à l'état-major des armées, il y a encore 2-3 jours, on nous expliquait, vous allez voir, dans 2 mois, les Maliens vont nous appeler à l'aide, après nous avoir dégagés de manière humiliante, comme on vient de le dire. Eh bien, en fait, on n'a pas attendu 2 mois, puisque cet après-midi, à Bamako, la capitale du Mali, eh bien, le ministre des Affaires étrangères malien a réuni tous les ambassadeurs des pays européens qui sont présents à Bamako pour leur dire attention, s'il vous plaît, partez pas trop vite, parce qu'ils n'ont qu'une trouille, en fait. Aujourd'hui, la junte malienne, c'est tombé, en fait, d'être destituée. Ils ont joué avec le feu. C'est eux qui ont alimenté le sentiment anti-français. C'est eux qui ont fait venir les mercenaires russes de Wagner en pensant pouvoir sauver leur tête. Par exemple, nous, on avait imposé l'organisation d'élections, ils n'en voulaient pas. On a demandé à ce qu'ils ne discutent pas avec les groupes terroristes. Ils l'ont fait. Ils ont violé tous les engagements qu'on avait fixés. Donc maintenant, ils sont entre les mains de Wagner. Là, l'attitude de la France, c'est que ça consiste à dire vous avez voulu Wagner, bien restez avec eux. Voilà. Donc ils sont protégés par 850 mercenaires et maintenant en fait ils sont à la merci de la Russie. Donc demain ou après-demain,
Si Vladimir Poutine dit en fait Monsieur Goïta, vous ne m'intéressez plus, il le dégage en 2 secondes, et donc la France va encore être appelée à l'aide, et c'est ce qui va se passer. Et non mais réellement, et la question c'est que nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire, voilà. oui, c'est la vraie question. Et je termine juste par là parce que c'est extrêmement important. La question aussi, c'est tout l'enjeu de la stabilité dans la région. Il y a un nouveau paramètre aussi, c'est que depuis 6 mois, il y a 3 coups d'État qui ont eu lieu avec des chefs d'État qui ont été renversés en Afrique de l'Ouest. Le dernier en date, c'était au Burkina Faso. Et pour la première fois depuis une 60aine d'années, la France n'intervient plus pour aider ces chefs d'État à rester au pouvoir. Avant, il y avait la DGSE, les forces spéciales qui discrètement venaient pour remettre le chef d'État en place et l'air de rien montrer qu'il pouvait se maintenir. C'est pour la première fois. On est quand même intervenu au Tchad sur la succession de Nigeria. On l'a assuré. C'est très bien passé. Oui, mais la France est intervenue pour s'assurer que la succession se passait bien. Pas l'impression qu'en Côte d'Ivoire, le nécessaire de la on l'a beaucoup aidé. Regardez au Burkina Faso ce qui s'est passé il y a 3 semaines. Et donc en fait maintenant la crainte des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, c'est de se dire mais moi si je suis menacé par des groupes terroristes, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que si j'appelle la France à l'aide, est-ce que la France viendra m'aider ? Eh bien, je pense qu'on rentre dans une nouvelle ère et en fait c'est la dernière étape, je pense, de la fin de la France-Afrique, et de ce point de vue-là, c'est extrêmement sain. Il faut que l'Afrique, les chefs d'État africains prennent leur destin en main et qu'enfin on ait une relation mûre, mature avec les chefs d'État africains. Oui, je suis tout à fait d'accord sur ce dernier point, surtout parce que on voit bien que dans cette affaire, tous les non-dits post-coloniaux en fait polluent complètement la relation entre la France et les dirigeants africains, que ce soit les anciens dirigeants ou la junte au pouvoir. Qu'est-ce que l'armée française va laisser au Mali ? Il y a une junte militaire instable, installée depuis récemment, qui contrôle 1/3 seulement du territoire en réalité, et ce territoire est au-delà celui du Sahel, de la bande sahélienne dans son ensemble, qui est immense. Ce territoire est l'enjeu d'affrontement entre des pouvoirs plus ou moins stabilisés, des groupes djihadistes et des interventions de puissances étrangères, à commencer par la Russie, mais aussi la Chine, les pays du Golfe, voire la Turquie qui s'intéresse énormément à l'Afrique, qui reste un terrain de jeu qui n'est plus seulement celui de la France ou de puissances européennes, mais qui est celui de grandes puissances. Donc la France se retire. Il n'y avait pas le choix, effectivement. Serval était une opération lancée par François Hollande en 2013 qui avait des objectifs très déterminés et assez circonscrits. Il fallait empêcher Bamako de devenir Tombouctou, c'est-à-dire que des groupes djihadistes déferlent sur Bamako et fassent complètement tomber le Mali aux mains du djihadiste et de l'islamisme. Mais à partir du moment où Serval est devenu l'opération Barkhane, avec un périmètre immense, avec des Européens qui viennent pas tellement en soutien de la France, avec des armées africaines qui, Louis l'a rappelé, sont pas du tout au niveau. L'opération devenait complètement impossible. C'était une mission impossible. La France est enlisée et aujourd'hui, elle est obligée de partir parce que de toute façon, ça devient très dangereux. Le sentiment anti-français là-bas, y compris post-colonial, est très instrumentalisé. Il est instrumentalisé par la junte malienne, mais il est réel, il est très présent sur le terrain. Il est encouragé aussi évidemment par les groupes djihadistes. Donc il n'y avait pas d'autre choix que de partir, mais c'est très inquiétant pour la suite. C'est inquiétant pour l'avenir de ces pays africains parce qu'ils sont dans une situation extrêmement instable et la place la grande puissance qui risque d'occuper la place, en fait, c'est l'islamisme, c'est les groupes djihadistes, c'est aussi les puissances que je viens de citer, les ingérences extérieures, et à partir de là, il y aura aussi une menace pour la sécurité de la France et de l'Europe si on laisse cette bande sahélienne devenir un no man's land où il y a plein de problèmes. Est-ce que, Bruno Jeudi, il y aura un impact sur notre échéance à nous, qui est la présidentielle ? Est-ce que ça peut jouer en défaveur du président Macron, ou est-ce que les Français vont passer ça par pertes et profits ? Non, je pense que globalement, l'international est un marqueur extrêmement faible, un marqueur électoral extrêmement faible pour un président sortant. Alors, effectivement, un gros échec peut marquer l'opinion et peut éventuellement jouer à la marge, mais aucunement pénaliser le président sortant, d'autant plus que jusqu'à présent, avec cette situation incroyable d'avoir à la fois le théâtre en Europe de l'Est avec l'Ukraine et le théâtre africain, j'allais dire, il peut même peut-être, et l'un peut effacer l'autre, c'est-à-dire il peut dans une semaine ou deux se dire mon action diplomatique en Ukraine a peut-être servi, alors on verra, parce que tout ça semble assez flou pour l'instant, des intentions réelles de Vladimir Poutine de diminuer le nombre de soldats massés à la frontière ukrainienne. Donc moi je pense que c'est un marqueur assez faible et que ça n'aura que peu d'impact. On va écouter Marine Le Pen sur ce retrait français du Mali. Écoutez l'ex-patronne du Rassemblement national. Le président n'avait pas d'autre choix que d'annoncer le départ du Mali. Je crois, c'est une forme d'écran de fumée. La vraie question maintenant, c'est comment nous partons. Et
moyens nous mettons à disposition de l'armée pour pouvoir partir dans des conditions de sécurité optimales. C'est un échec. Le fait d'être obligé de partir après avoir été humilié à ce point par le gouvernement malien est un échec. Donc on aurait probablement pu changer de stratégie depuis 4 ou 5 ans, ce qui n'a pas été le choix d'Emmanuel Macron. Alors oui, il y a un consensus, Louis Dragnel, sur cette question du Mali. Il y a assez peu de candidats qui disent il aurait fallu rester au Mali, il fallait surtout pas partir. Absolument, absolument. Non, il y a un consensus politique. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a encore 3 semaines, les prises de position des candidats n'étaient pas du tout forcément unanimes. Mais là, effectivement, tout le monde est. La seule Mélenchon critique, c'est on est parti trop il tard. dit retrait piteux du Mali, bilan accablant pour Hollande et Macron. Mélenchon, il y va à la sulfateuse, au Salter. Zemmour attaque aussi un peu, mais en disant, en partageant l'idée qui est l'idée de principe. Parce que, en fait, c'est comment les candidats développent leur ligne. Ce sont des informateurs, des gens qui leur font des notes dans les milieux de la défense et de la diplomatie. Et dans ces milieux-là, il y a évidemment un consensus pour arrêter Barkhane parce que ça ne menait plus à rien. Donc c'est pour ça que ça se retranscrit maintenant dans le discours politique. Mais moi, je trouve qu'il y a très peu de prospective sur l'après, sur la situation dont j'ai parlé précédemment. Mais je trouve qu'il y a des références, pour le coup, philosophiques par rapport aux politiques étrangères que veulent mener les candidats. Je pense notamment à la phrase tout à l'heure d'Éric Zemmour qui présentait son programme sur la défense et qui explique en fait qu'on n'a rien à faire au Mali puisqu'on n'a pas d'intérêt sur place. Et vous avez par exemple Éric Zemmour qui dit ça, et puis vous avez d'autres candidats qui vous disent, un peu reprenant ce que vous disiez tout à l'heure Louis, bien on peut pas partir parce qu'il y a la menace terroriste et donc il faudra qu'on soit présent, notamment par solidarité avec les pays africains. C'est ce que déclarait d'ailleurs François Hollande tout à l'heure. Et en fait là-dessus, il y a vraiment 2 lignes qui sont assez différentes et qui aboutissent à la même conclusion. Effectivement, il faut partir. Mais c'est 2 choses, c'est vraiment 2 chemins radicalement opposés. Et je pense que dans les prochaines années, on va devoir clarifier notre position. Est-ce qu'on a vocation à être le gendarme de l'Afrique, oui ou non? Moi, j'ai l'impression que de moins en moins. C'est fini. Et c'est la fin, en fait. C'est terminé et il faut l'accepter. Il faudra juste revoir nos accords de partenariat avec un certain nombre de pays. Absolument, mais nos enjeux stratégiques ne se situent plus là. Il y a quand même juste, par exemple, 1000 militaires dans une base située à côté au Sénégal, par exemple, au Sénégal. On les maintiendra à la demande d'ailleurs de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Mais je pense que ce type d'intervention que vous décriviez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au Sénégal et en Côte d'Ivoire, c'est des bases de arrière. On ne combat pas en Côte d'Ivoire et on ne combat pas au Sénégal. Et ça nous donne une capacité de projection. En revanche, créer des bases, des camps, comme ça a été le cas au Mali, ça pour le coup, je pense que c'est la fin d'une histoire, qui est une page qui est aussi tournée avec un peu de nostalgie, il faut le dire, dans les armées, parce que les armées, au début du quinquennat d'Emmanuel Macron, freinaient un peu par rapport à ce départ, parce qu'il y avait il faut aussi imaginer que l'opération au Mali permettait aussi de recruter. Il y a toujours cet enjeu pour les armées de recruter, de faire rêver ces opérations extérieures. Vous avez raison. Et donc voilà, c'est la fin d'une... C'est la fin d'une histoire. Et oui, c'est la fin d'une histoire.